voilà, un comité s'est créé, une page Facebook, un comité d'action non violente et de résistance de la ZAD de Benac-Ferrac. Et on communique le plus qu'on peut au niveau national et au-delà, puisqu'on a aussi du soutien de militants grecs qui sont très sensibles à nos luttes et qui sont prêts à venir ici pour parler avec les gens, raconter leur lutte. Toute expérience de lutte est bonne à entendre. Ça fait grandir, ça enrichit les gens, ça fédère et ça crée de la solidarité. Et c'est pas la seule lutte sur laquelle je suis, mais celle-là, elle me tient beaucoup à cœur. Et je mets mes petits grains de sel dans cette histoire pour essayer de créer beaucoup de solidarité, beaucoup de communication, de transparence. Et on sait bien que les travaux, ils ont commencé, on lâche rien, on va résister jusqu'au bout et nous, on croit dur comme fer qu'on va gagner cette lutte. Et tous ensemble, moi, je crois qu'on peut vraiment y arriver. Merci. Je m'appelle Jojo. Moi, je peux dire mon nom parce que je suis fichée un peu de partout. Ça m'est égal. Hein. Je défends le monde du vivant, de la biodiversité avec une asso que j'ai créée il y a 30 ou 40 ans. J'ai commencé à me battre contre Monsanto, Areva, on était un peu seul au monde. Se battre pour la justice climatique, c'était forcément se battre pour la biodiversité, pour les générations futures, pour nos enfants, pour nous aussi, pour rendre hommage aux anciens de la lutte. Moi, je pars du principe que, quel que soit ce qui s'est passé, qu'il y ait eu des divergences, des guerres de pouvoir, ça existe partout. Il n'existe pas de lutte où il n'y a pas de guerre de pouvoir, c'est sûr. Il faut passer outre. Il faut rester très positif, il faut rester très solidaire, il ne faut jamais rien lâcher. Et il n'y a que la persévérance qui fait qu'on arrive. Autrement, je suis thérapeute et je ne peux pas différencier mon rôle de thérapeute avec les médecines douces que de sauver la planète du bétonnage et du massacre des sites rares et précieux comme ici, ou comme à Notre-Dame-des-Landes, où je mène aussi un projet pour sauver le biotope si riche et si particulier. Et c'est pas parce qu'on est activiste qu'on est violent, je tiens à le dire. Il y a beaucoup de mots qui font peur, les mots ZAD. Ça fait très peur aux gens, je ne sais pas pourquoi. C'est juste des zones à défendre, des zones d'amour, des zones à différer. Enfin, c'est plein de lieux de vie qu'on doit sauver. Et voilà, moi je ne dis pas je suis zadiste, mais c'est sûr et certain que je suis zadée et jusqu'au bout, quoi. Voilà. Bravo! À qui le tour? C'est moi le micro si vous le cherchez. Bien, écoutez, merci d'être venus aussi nombreux. Bernard, on ne te voit pas. On ne te voit pas. Monte un peu sur l'estrade pour ceux qui sont au fond. Merci. L'essentiel, c'est de m'entendre. Merci. Non, mais on veut te voir. On veut te voir. Alors, on a construit un petit PowerPoint là, avec quelques diapos. On est parti de l'hypothèse que parmi vous, peut-être certains n'avaient pas entendu parler de ce projet, ne connaissaient pas ses impacts et ne connaissaient pas bien le lieu. Donc en un quart d'heure, 20 minutes, on va essayer donc de vous présenter le lieu pour lequel on est réunis ici, ce site magnifique, les impacts et voilà, donc on va commencer tout de suite. On a présenté ça avec Isabelle Petit-Fils, Sylvie et puis d'autres personnes évidemment. Qui ont fait les diapos et qui ont fait le texte. Et on est parti donc sur une histoire, un conte, donc on appelle le conte de Perrault. On s'est dit que ça tombait bien. Alors, première diapo, allons-y. Et donc, on commence par Il était une fois. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le conte, bien entendu, ça sera interactif et les gens qui auront besoin de poser des questions, il y aura des petites vidéos, donc bien entendu, ça sera le lieu où vous pourrez poser des questions. Des personnes seront là pour vous répondre, hein, notamment M. Daubonne, qui est le président de l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, qui ne devrait pas tarder.
et puis également donc, des élus de Beynac, qui eux ont les réponses qui concernent tout l'aménagement donc, de la traverse de Beynac, qui fait que, bien entendu, ce projet ne devrait jamais continuer. Alors, il était une fois... Mets pas debout, Isabelle, qu'on te voit. Oh non, mais c'est plutôt ma voix qu'il faut entendre. Parce que c'est un conte, donc la personne n'est pas très importante. Il était une fois une terre d'exception, qui est très justement nommée Triangle d'or de la Dordogne, et où le temps a façonné un paysage majestueux. C'est un site remarquable, constitué de falaises calcaires, de bois et de forêts, de terres fertiles, et qui est sublimé par une rivière d'une richesse étonnante. Cette rivière, elle est bordée par une ripisylve. Bernard va nous en parler. Oui, alors une ripisylve, c'est donc une galerie forestière. La Dordogne est bordée par une double galerie forestière sur ces deux rives. Avec, quand on rentre un peu dans les détails, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de bras morts. Ces bras morts sont d'une grande richesse en biodiversité pour les reproductions de poissons, crustacés, d'autres espèces d'animaux, reptiles, amphibiens. Il y a une flore intéressante et donc une faune remarquable. Photo suivante. Alors justement, dans cette merveilleuse vallée, dans cette ripisylve, il y a des animaux. Alors là, ce sont les arbres que vous voyez là, donc il y avait des frênes. On avait la chance d'avoir cette association, Bernard nous le dirait mieux, donc de saules, de frênes, d'aulnes. Et là, la diapositive que vous voyez là, c'est une diapositive qui montre la rivière en crue cet hiver dernier. Et en fait, cette ripisylve, elle permet de pouvoir bloquer un petit peu donc l'eau. Et c'est bien entendu pour ça que c'est important de maintenir ces arbres. Oui, les ripisylves, d'abord, il faut se dire que les forêts alluviales en Europe sont en voie de disparition. Il ne reste plus que 2% par rapport à ce qu'il y avait il y a un siècle. Donc ces forêts alluviales sont très précieuses. Et on va voir pourquoi, d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'elles ont été classées à multiples titres. Est-ce qu'on peut revenir sur la ripisylve ? Donc, ce que vient de dire Isabelle, c'est-à-dire le ralentissement des crues et le fait que la ripisylve fonctionne comme une éponge, ça fait partie des services écologiques gratuits que rendent à l'humanité et aux écosystèmes, si vous voulez, donc ce type de milieu. À cette ripisylve est attaché, et à la Dordogne, sont attachées des espèces de faune remarquables. Il y a plus de 90 espèces d'oiseaux. Là, vous voyez un martin pêcheur. Il y a des espèces strictement forestières comme les pics, des rapaces. Vous avez beaucoup de... Ça passe un peu vite. Vous avez un certain nombre d'insectes également qui sont protégés, comme les libellules, la cordouille, la grillon, etc. Voilà une ici. Photo suivante. La loutre fréquente également les rives de la Dordogne. Elle est arrivée à Beynac il y a 2-3 ans. Elle descend du Massif central et la colonie de loutre est en train de se diriger vers l'aval pour rencontrer une autre sous-population et participer au brassage génétique donc, de l'espèce. La loutre, évidemment, demande certains calmes le long des rives pour pouvoir migrer, pêcher et chasser. Parmi les reptiles remarquables, il y a la cistude d'Europe, dont on voit ici un exemplaire. Elle n'avait pas été vue jusqu'à l'année dernière, et là, elle a pu être photographiée et elle a pu être vue en face de Beynac, je crois, l'été dernier. La cistude. Donc à ne pas confondre avec la tortue de Floride, ces tortues de Floride que les gens achètent dans les vivariums, et puis ensuite, quand ils en ont assez, ils les relâchent dans la nature. Alors malheureusement, ces tortues de Floride, ensuite, ont tendance à prendre la place, les niches écologiques qu'occupent les tortues locales, les tortues autochtones, notamment celle-ci, donc la cistude d'Europe, qui fait partie vraiment de la faune d'ici. Alors,
une des grandes richesses de la Dordogne et donc de ce site, c'est les poissons migrateurs. Et ça, c'est malheureusement, plutôt heureusement, la Dordogne fait partie d'un des grands fleuves européens où il y a encore, je crois, c'est 6 à 7 espèces de grands poissons migrateurs qui l'utilisent. Alors certains montent pour venir, arrivent de l'océan Atlantique et vont se reproduire vers l'amont, et d'autres, c'est le contraire, vont se reproduire en mer. C'est le cas de l'anguille. L'anguille, c'est un cas exceptionnel, elle va se reproduire en mer des Sargasses, et ensuite les civelles, les jeunes anguilles, reviennent, refont le trajet inverse de leurs parents, et remontent les fleuves. Le saumon atlantique que vous voyez au-dessous, c'est une des espèces principales, une espèce protégée, donc très importante, qui migre jusqu'à Haute-Dordogne pour se reproduire. Et il faut dire quand même que la situation est bien moins favorable qu'il y a quelques années. Depuis la construction des barrages EDF, dans le Bergeracois et dans le Massif central, la montaison et la dévalaison des espèces est beaucoup plus difficile à présent qu'autrefois. Mais justement, comme on a affaire à des populations qui sont très fragilisées et raréfiées par la construction des barrages, eh bien, on devrait effectivement y faire encore plus attention qu'autrefois, puisqu'on a atteint des seuils vraiment vitaux, au-dessous desquels on peut penser qu'il peut y avoir des disparitions d'espèces. C'est ainsi que l'anguille est vraiment très menacée à l'échelle européenne, sachant que la France a une grande responsabilité, puisque 80% des anguilles utilisent les côtes françaises, donc les rivières et les fleuves français pour venir se reproduire. Donc nous avons 80% de responsabilité, je dirais, dans la sauvegarde de cette espèce. Il y a un plan anguille au niveau de l'Europe. Malheureusement, moi je trouve qu'il n'est pas tellement suivi, et d'ailleurs on a encore un exemple avec ce qui se passe ici à Bénac. On ne fait pas du tout attention à l'impact de nos aménagements, entre guillemets, sur des populations aussi fragilisées que l'anguille. Bon, alors cette rivière, elle est riche également par son passé et les vestiges que l'homme y a laissés. Vous connaissez tous nos magnifiques châteaux. Ils sont très beaux parce qu'ils sont construits avec les matériaux locaux. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'ils sont complètement intégrés à la rivière. Donc il y a un accord parfait entre le paysage et cette terre, ces châteaux. Il y a 5 châteaux qui se trouvent sur cette boucle de la Dordogne et leur histoire est évidemment liée. Si bien que quand on est dans la plaine de Feyrac, au milieu de ces châteaux, bien la lecture historique, elle est amplifiée par la beauté des paysages et ça en fait un des endroits donc les plus évocateurs de l'histoire médiévale. C'est en ce sens que de toucher à cet endroit-là, on peut se poser des questions. Mais sous la terre, il y a également des trésors cachés. Et voilà donc les fouilles qui ont été exhumées lorsque l'on a fait ces fameuses fouilles de sauvegarde qui sont obligatoires à chaque fois qu'on fait des travaux. Et on a exhumé donc des vestiges qui datent du Mésolithique à l'époque gallo-romaine et notamment un magnifique bassin gallo-romain. Voilà ce bassin gallo-romain. 20 mètres par 6, effectivement. Alors là, on va passer à quelque chose qui n'est plus l'ordre du conte, mais un petit peu plus exactement, c'est toujours le conte. Mais alors tu me troubles là avec la vidéo C'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. Oui. Elle a été insérée à quel endroit ? Propos de Germinal Perrault, recueillis lors d'une interview
le 11 juillet 2018 au sujet du contournement de Bénac. Ça sert à rien, on ne se croise pas aujourd'hui dans Bénac. Si vous voulez, je vous y amène. La route fait 4,80 m de large. Écoutez, pourquoi M. Hulot et le ministère de l'Environnement ont donné leur avis favorable? Pourquoi la ministre de la Culture a donné son avis favorable? Pourquoi dans ce village, il y a des bouchons tous les étés, en permanence? Rétablir la vérité s'impose. Ça sert à rien, on ne se croise pas aujourd'hui dans Bénac. Si vous voulez, je vous y amène. La route fait 4,80 m de large. Faux. Le constat d'huissier du 27 mars 2018 stipule que la largeur de la route la plus étroite fait 5,11 m plus 20 cm de voie pavée. Cette différence change tout, car dès lors, la route de Bénac est parfaitement aux normes au croisement de tout véhicule. Germinal Perrault, qui connaît très bien ce document, diffuse sciemment des contre-vérités. Pourquoi M. Hulot et le ministère de l'Environnement ont donné leur avis favorable? Encore faux. Dans les conclusions de son rapport écrit par Nicolas Forêt, le ministère de la Transition écologique demande un moratoire. La mission estime que la déviation piétonne réalisée à Bénac mérite de re-questionner le projet de déviation routière. La mission suggère que l'Assemblée départementale se donne le temps d'observer pendant l'été 2018 l'effet des mesures fonctionnelles à mettre en œuvre par la commune. Pourquoi la ministre de la Culture a donné son avis favorable? Encore et toujours faux. En effet, dans la lettre qu'elle adresse à Nicolas Hulot, la ministre de la Culture explique qu'elle souhaite elle aussi un moratoire. Je suis donc pour ma part très favorable au moratoire proposé par la mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Stéphane Bern, qui est missionné pour la sauvegarde du patrimoine par Emmanuel Macron lui-même, a écrit un tweet afin de soutenir fortement cette prise de position. Merci à Françoise Nyssen, qui a écrit à Nicolas Hulot pour s'interroger sur l'opportunité de la voie de contournement de Bénac qui détruirait la vallée de l'Homme en Dordogne. Dans ce village, il y a des bouchons tous les étés, en permanence. Faux. Définitivement faux. Depuis les travaux effectués à Bénac, le temps moyen de la traversée du village pendant l'été est de 4 minutes. Vidéo prise le 21 juillet 2018. La suite au prochain... Donc vous avez donc compris que effectivement les travaux qui ont été effectués à Bénac en 2017 ont réglé à peu près les problèmes pour lesquels M. Perrault voulait cette déviation, c'est-à-dire des soi-disant engorgements. Et donc par ces travaux, Bénac a enlevé toute légitimité effectivement à cette déviation routière dont on aurait pu éviter les frais et les impacts. Car n'oublions pas que ce que vous voyez là, cette future déviation, traverse quand même une zone qui fait l'objet de multiples classements. Des multiples classements, d'après tous les trésors biologiques et culturels que vous venez de voir sur les premières diapos, sont les suivants. D'abord, dans les années 82, quand il y a eu le grand inventaire national des valeurs biologiques de la France, la zone a été classée ZNIEF, c'est-à-dire zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, de type 2, c'est-à-dire qu'il y a même une grande zone biologique avec des écosystèmes et des espèces remarquables. Deuxièmement, même c'était avant la SNIEF, elle avait déjà été classée par un arrêté de biotope. Ce qu'on appelle arrêté de biotope, c'est en fait un arrêté préfectoral de biotope. C'est un arrêté qui est pris au niveau du préfet et qui vise à protéger des milieux naturels remarquables. Donc le biotope, c'est-à-dire l'habitat naturel d'espèces remarquables. Et donc toute la Dordogne, avec sa galerie forestière, était classée, avec les falaises de Bénac, etc., était classée arrêté préfectoral de biotope. Donc il y avait également ce classement-là. C'était aussi, depuis déjà, même peut-être encore plus vieux, c'était déjà un site classé, un site inscrit.
par le ministère de la Culture, par rapport à ses richesses historiques, pittoresques, artistiques, et j'en passe. Donc tous ces classements, de toute façon, se recoupaient, et en fait, leurs objectifs se recoupaient. Et c'était aussi, ça a été ensuite l'objet, ça a attiré l'attention des organismes internationaux. D'abord l'Europe, qui a classé la Dordogne en site Natura 2000. Donc toute la Dordogne qui coule ici à nos pieds est classée Natura 2000. Le Limineur plus les rives. Sachant que dans la ripisylve dont on a parlé tout à l'heure et dans la rivière, il y a des éléments qui sont d'intérêt communautaire. Ils sont classés intérêt communautaire. Il y a des habitats d'intérêt communautaire pour l'Europe entière. Et donc, c'est pour ça que la Dordogne et sa galerie forestière entre la Linde et l'Argentat, je crois, sont classés Natura 2000. Ensuite, le site Natura 2000 est plus restreint que ça. Ensuite, l'UNESCO s'est donc intéressé à la région et a classé toute la vallée de Dordogne en réserve de biosphère, réserve mondiale de biosphère. Donc, c'est-à-dire un modèle de développement durable, avec un développement harmonieux, donc des activités humaines par rapport à la conservation de la nature. Et une réserve de biosphère comporte en général trois types de zones, de la plus protégée à la moins protégée. C'est la zone centrale, la zone tampon et la zone de transition. Et nous sommes ici, la Dordogne au pied de Bénac, entre la Linde et Argentat, est classée zone centrale. Et si vous regardez bien les statuts d'une zone centrale de réserve de biosphère, normalement, aucun aménagement routier ou autre ne peut s'y faire. On a pour objectif, dans une zone centrale de réserve de biosphère, de conserver le milieu naturel avec ses caractéristiques originelles. Voilà. Donc vous voyez ici, toute la boucle là fait partie de la zone centrale de la réserve de biosphère, et donc elle était inviolable. Donc vous voyez, l'arrêté de biotope, le SNIEF, site classé, réserve biosphère, site Natura 2000, ces 5 classements, théoriquement, donc, étaient là quand même pour protéger ce site. Et bien malgré ça, cette déviation est en train de se faire. Et alors maintenant, on va rentrer un petit peu quand même, il est temps de vous présenter un petit peu les travaux, et avant de parler des impacts. Et voilà, je vais passer la parole à M. Doublier, qui donc va parler d'abord de Bénac. Oui, je voudrais simplement vous apporter mon témoignage en tant qu'élu, puisque je suis adjoint donc, à la mairie de Bénac, et de façon générale, nous avons pris conscience, vous avez vu tous les effets dévastateurs que pourrait avoir ce contournement. On en avait déjà conscience il y a une dizaine d'années, et c'est la raison pour laquelle on a décidé de contacter le président du conseil départemental d'alors, il s'agissait de M. Bernard Cazot, pour lui poser le problème. Parce que, connaissant donc le saccage qui avait résulté d'un tel contournement, qui est un projet très vieux, qui date du moins d'une trentaine d'années, nous nous étions dit, voilà, il est important peut-être d'essayer de voir s'il n'y a pas une solution alternative. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas finalement aménager la traversée de Bénac? Donc on l'a fait venir un mois d'août à Bénac et on lui a dit, voilà, Monsieur le Président, si vous contournez Bénac, Bénac est un des plus beaux villages de France et on aura toujours l'été une multitude de touristes. Le trottoir est très étroit, les piétons sont en danger quand ils traversent, le trottoir faisait une largeur de 90 cm. La chaussée est également très étroite, elle fait 4,80 m. Donc on a dit, il serait quand même plus sage d'essayer d'abord de voir si on peut résoudre ce problème avant de contourner Bénac. Parce qu'on va dépenser des millions d'euros, et vous vous rendez compte que diront les habitants, les contribuables, les touristes, en disant que vous avez dépensé des millions d'euros, et finalement il y a toujours les mêmes problèmes dans Bénac. Donc on a été totalement entendu. Pourquoi? Parce que le président d'alors considérait que le projet de contournement de Bénac ne se ferait jamais. Il nous l'a dit d'ailleurs, ça ne se fera jamais, c'est une lubie de Germinal Perrault, c'est un projet personnel, donc ça ne se fera jamais. Donc moi je vous donne mon accord total. Vous pouvez faire votre aménagement, je vous soutiens, vous aurez même une subvention de 600 000 €.
L'État nous a soutenu également. On a eu une subvention très importante de l'État, de la région et de l'Europe. Cela veut donc dire que notre aménagement qui se présentait, alors évidemment, on ne l'a pas présenté comme une solution alternative au contournement, parce que ça aurait soulevé des polémiques. On serait retombé à nouveau dans la polémique en disant vous êtes pour, vous êtes contre le contournement. On a dit que le problème du contournement, c'est pas un problème. Nous, on veut aménager notre traversée. C'est une solution qui nous paraît essentielle. Donc, on a aménagé cette traversée. Et d'ailleurs, l'actuel président du département a très bien senti le danger. Puisque, avant même que nous commencions nos travaux, le maire de Benac a été convoqué au département. Et voici exactement ce qu'a dit Germinal Perrault. Tu peux aménager ta traversée, mais tu me laisses d'abord commencer mon contournement. Tu le feras après moi. C'est donc bien qu'il craignait que l'aménagement de la traversée remette en cause le contournement. Donc, ces travaux ont été faits, ils ont été réalisés, et on en a mesuré cette année les effets bénéfiques. On a très bien vu qu'une grande partie des problèmes qui étaient créés par la chaussée qui était à 4,80 m et qui a été élargie à 6,10 m, vous avez vu la vidéo de Germinal Perrault, il maintient encore maintenant que la chaussée est à 4,80 m. C'est hallucinant. On a des constats d'huissier. Les travaux ont été faits, mais il maintient toujours, y compris devant les juges du tribunal administratif de Bordeaux. Il dit, mais non, on ne peut toujours pas traverser Benac. Les problèmes n'ont pas été résolus. On a filmé, on a fait, justement parce que le département, lui, prend bien garde de ne prendre que des photos de deux camions qui se croisent, mais les camions sont immobiles, on ne peut pas savoir s'ils se croisent ou s'ils ne se croisent pas. Donc on a fait un film en continu avec une caméra qui a filmé cette année, donc du 3 août au 9 août, donc à la période la plus intense de l'année au niveau du trafic. On a fait donc ce film qui filmait le trafic en continu. Nous n'avons constaté absolument aucun doublage, aucun blocage. Donc on peut dire que les problèmes pratiquement qui justifiaient le contournement ont été résolus. Et d'ailleurs, quand on a rencontré la préfète pour lui dire vous fondez la légalité du contournement sur une enquête publique de 2001, avant l'aménagement de Benac, mais vous vous rendez compte, madame la préfète, on aurait aménagé Benac, on aurait fait une double voie, on aurait fait 4 voies à traverser le Benac, vous continueriez à affirmer qu'il faut quand même construire 2 ponts et contourner Benac. On est dans cette situation absurde. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire comme témoignage des travaux qu'on a fait à Benac. Oui. La préfète a souri. Elle a dit oui, je vous comprends, mais il me faut une décision de justice pour suspendre les travaux. Mais voilà, donc... elle a donné son accord quand même. Bien sûr, la vidéo est à la disposition, voilà, de... on a des délais dans les prochains jours. Voilà. Merci. Oui, mais on pourrait alors là en raconter, mais c'est vrai que malgré tout, ce qui est quand même symptomatique, c'est qu'à partir du moment où on a commencé nos travaux, puisqu'on était parfaitement justifié pour le faire, on avait reçu un mandat de la part de nos habitants pour réaliser cet aménagement, eh bien le président du conseil départemental, je ne suis pas tenu par les promesses de mon prédécesseur, vous n'aurez pas de subvention. Et je passe... Monsieur Perrault, pouvez-vous nous dire combien de... Bon, on va passer un petit film là. Histoire de calmer l'atmosphère. Monsieur Perrault, pouvez-vous nous dire combien de camions passent à Benac chaque jour? Il n'est pas durable de laisser un des plus beaux sites de France être pollué par des milliers de camions chaque jour. Ça n'a aucun sens. Des milliers de camions chaque jour? Vous en êtes sûr? Il passe, suivant le jour, entre 100 et 300 camions par jour à Benac. C'est déjà mieux, mais c'est toujours faux. Comment êtes-vous aussi sûr des chiffres que vous avancez? Nous faisons un comptage 365 jours sur 365. Ah bon? Cela doit être un travail fastidieux, avec sûrement des technologies très avancées. On y travaille depuis plusieurs décennies. La fameuse méthode de comptage selon Perrault. On n'a pas de son à recevoir. Vous pouvez voir
voir que même dans une situation dramatique, il faut toujours rester un peu avec un peu d'humour, parce que sinon on n'en sortirait pas. Et si vous me permettez assez rapidement, je vais vous donner une situation d'aujourd'hui, et non pas sur le plan écologique, non pas sur le plan des travaux, parce que vous avez vu qu'ils mettent des coups de pelle de tous les côtés, mais sur une situation qui est assez particulière. D'abord, vous avez remarqué qu'on travaille à marche forcée. Et ça pète de tous les côtés, ça bouge de tous les côtés, ça vide de tous les côtés, enfin bref, y compris le samedi matin, enfin ça va emmerder le monde de partout. Pourquoi ? Pour une simple raison. La raison est la suivante. Nous avons actuellement 4 dossiers, peut-être même 6 dossiers, qui seront positionnés au Conseil d'État. C'est qu'il y en a déjà 4 qui sont acceptés. Ça veut dire qu'il y en a 4 qui vont passer en plaidoirie. Avec bien évidemment tout ce que vous avez entendu sur l'historique de cette déviation, tout ça évidemment, ça sera traduit sur le plan juridique, avec la preuve des contradictions permanentes, comme ces comptages, comme des effets de droit, comme des calculs, comme des statistiques, etc. Et je pense, enfin nous pensons, que bien nos adversaires commencent à avoir un peu la trouille. Ne croyez pas qu'en voyant ces travaux, ce soit irréversible. En fait, c'est beaucoup de terre. On en a bougé beaucoup. J'ai émis le vœu que le jour où ça va s'arrêter, nous allons faire une grande manifestation, enfin un grand rassemblement, plus exactement à la préfecture de Périgueux, même devant le conseil départemental. Et nous allons on va passer, on fera la quête, pour qu'on puisse offrir une brouette et une pelle au président du conseil départemental pour dire maintenant tu vas boucher tes trous. Boucher les trous, mais sur ses fonds personnels. Oui, mais quand même, sinon je te passerai une vieille brouette et puis c'est grave. Bon. Maintenant soyons sérieux. Et ne croyez pas que nous ayons baissé les bras. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui pensent qu'à partir du moment où il y a de la ferraille dans l'eau, c'est foutu, on ne va pas pouvoir les arrêter. Je commence à être presque persuadé qu'on va les arrêter. Ouais. Je dis bien, je commence. Parce que nous avons découvert, vous savez, c'est comme dans les affaires où il y a des tapis et puis on passe la poussière sous le tapis. Et bien maintenant, on a commencé à retrouver les tapis. Et en retournant les tapis, ça va faire très très mal. Je ne peux malheureusement, même si vous me questionnez en me mettant des fils électriques de tous les côtés, je vous promets, je ne vous dirai rien. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que ça avance, qu'il y a beaucoup de gens qui sont informés de la situation d'aujourd'hui, qui savent que nous sommes ici, qui savent qu'il y a aujourd'hui un rassemblement. Ce sont des gens qui sont très sensibles, aussi bien sur l'activité locale que sur tous les développements administratifs que nous pouvons avoir, enfin juridiques que nous pouvons avoir, et ces gens-là sont très heureux de savoir qu'aujourd'hui il se passe quelque chose. Donc je peux vous dire que c'est une échelle entre une action sur le terrain, je peux même vous conter une anecdote assez amusante. Comment est-ce que cette ZAD a démarré ? Mais écoutez, cette ZAD a démarré parce qu'un jour, en passant dans le brouillard, pour rentrer chez moi, je vois 2 gars en train de scier un noyer. 2 noyers. Je m'arrête, je dis, les gars, qu'est-ce que vous faites là ? Ah ben, on scie les noyers parce que Germinal nous a demandé de les scier. Je dis, comment Germinal nous a demandé de les scier ? Ah ben oui, parce que c'est les noyers qui sont pourris. Ah bon ? Je jette un coup d'œil, je vois que les noyers étaient en parfaite santé. À la suite de ça, j'appelle le président de notre association, de ces pensions, et je leur dis non, il commence à scier les noyers, et la réponse était immédiate. Demain, on occupe le terrain. Et à partir de ce jour-là, vous avez eu tout ce développement, des gens extraordinaires, je vous avouerai franchement qu'il fallait quand même le faire, des gens qui ont passé la soixantaine, qui ont passé 70 balais, et qui se retrouvent les pieds dans la boue tout l'hiver pour dire